Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi. Bonjour Nadia Jacobi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Brieux. Bonjour Nadia, Brieux, merci pour cette invitation. je t'en prie, c'est un plaisir. Nadia, tu es universitaire et entrepreneur. Tu es fondatrice de Simone et les robots. Peut-être que dans les questions-réponses, on aura cette question, pourquoi Simone? Cabinet de conseil en stratégie, tu œuvres entre les EdTech et la formation? C'est ça. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps. Je vais te laisser la parole pour nous présenter les tendances tech en formation avec une question qui taraude tout le monde. C'est l'IA va-t-elle supplanter toutes les autres technos en 2024? Sacré programme. Merci Nadia, je te laisse la parole. Merci beaucoup Brieux, merci à tous, à toute l'équipe 1001 Parcours pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Ambitieux programme, ambitieux sujet. Quand on m'a sollicité en me disant quelles sont les tendances pour 2024, les tendances tech pour la formation en 2024, et puis le teasing de Brieux sur l'IA, évidemment, est une question qui est dans toutes les têtes. Alors, j'ai volontairement fait un choix, c'est-à-dire de ne pas vous parler que de tech, parce que je pense que notre écosystème d'éducation-formation est certes très impacté par ces évolutions technologiques qui traversent et qui chamboulent, on va dire, nos métiers, mais on a quand même quelques autres sujets assez intéressants à discuter qui sont directement impactés par les évolutions technologiques, mais qui ne sont pas que de la tech. Alors évidemment, comme tout le monde parle d'IA et que cette intro démarrait sur l'IA, évidemment, on va parler d'IA en premier. Sur la tech, j'ai choisi de faire un zoom sur deux technologies dont on parle depuis un moment, dont la place en 2024 va pas mal, de mon point de vue, évoluer. Évidemment, l'intelligence artificielle, mais aussi les environnements immersifs et les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, dont pour le coup, on parle depuis un moment. Hein, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on a ces technos immersives dans nos top 5 au minimum, voire top 3 des tendances de l'année. Mais on a quand même quelques nouveautés pour 2024. Alors, intelligence artificielle. Premier point qui me semble extrêmement important à rappeler, c'est quand on parle d'intelligence artificielle, en réalité, on parle de choses somme toute assez différentes. On est sur un spectre technologique qui est assez vaste et sans rentrer dans des détails dont je suis absolument incapable, hein, je ne suis pas chercheur en intelligence artificielle ni même ingénieur sur ces sujets. Néanmoins, il me semble important de distinguer ce qu'on appelle l'IA prédictive de ce qu'on appelle l'IA générative. En particulier parce que ces deux types d'intelligence artificielle ont des impacts différents sur les métiers de la formation et les environnements éducatifs. Alors, le premier point sur lequel je voudrais qu'on puisse un petit peu s'arrêter, c'est justement les questions d'intelligence artificielle prédictive et la capacité que ces technologies nous donnent, nous apportent en matière de, alors on peut dire les choses de différentes façons, mais d'identification des profils d'étudiants ou de repérage de profils particuliers d'étudiants, de besoins spécifiques chez les étudiants ou les apprenants, et en particulier la capacité que ces IA prédictives nous donnent dans je dirais, l'amélioration de l'utilisation des données d'apprentissage ou la meilleure utilisation des données d'apprentissage. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait ce petit schéma sur données d'apprentissage, une meilleure utilisation des données collectées, de manière à mieux connaître les besoins spécifiques de nos étudiants, de nos apprenants au sens large du terme, et la capacité que ça va nous donner de davantage personnaliser les apprentissages. Donc, personnaliser les apprentissages, ça veut dire personnaliser les rythmes d'apprentissage, ça veut dire personnaliser les parcours d'apprentissage, ça veut aussi dire personnaliser les modalités à proprement parler d'apprentissage, donc de révision, d'entraînement, etc., etc. Ça, c'est un sujet dont on parle, je dirais, de plus en plus, que de mon point de vue, on n'exploite pas suffisamment. La question de la donnée d'apprentissage et ce que l'on en fait. Et aujourd'hui, on a des moyens technologiques
considérablement puissants qui devraient et qui doivent, de mon point de vue, nous permettre d'avancer dans cette direction-là. Alors, on peut relier ça à évidemment plein d'éléments. Un des éléments qui me semble tout à fait fondamental, c'est que les profils des apprenants, qu'on soit en formation initiale ou en formation continue, formation tout au long de la vie, les profils des apprenants sont de plus en plus divers. Aujourd'hui, on apprend tout le temps, tout au long de sa carrière, tout au long de sa vie, à proprement parler, sur des choses qui sont strictement professionnelles, mais aussi sur des comportements ou des soft skills dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et à partir du moment où on adresse des publics qui présentent des caractéristiques intrinsèques, des caractéristiques humaines, voire cognitives, qui sont différentes, qui ont des besoins différents, on doit, je crois, en tant qu'organisme de formation, au sens large du terme, essayer de s'adapter le plus possible aux besoins de nos publics. Alors, je vais passer très vite là-dessus. Je vais juste vous donner deux petites indications, deux petites données de repère, deux petits chiffres clés. Alors, j'ai bien mis en haut à droite, là, attention, ce sont des données anglo-saxonnes, hein, données canadiennes. Enfin, le panel, c'est Canada, Singapour, États-Unis, Grande-Bretagne. Quand on regarde aujourd'hui la répartition du temps de travail d'un enseignant, il passe moins de 50% de son temps devant les étudiants. Première donnée. Deuxième donnée, quand on regarde, c'est une étude qui a été faite sur les données de ces 4 pays par McKinsey. Quand on regarde ce que les technologies actuelles et en particulier l'intelligence artificielle sont en capacité de nous apporter, on voit que sur un certain nombre de tâches, on devrait être en capacité de libérer les enseignants d'un ensemble de tâches administratives ou répétitives où leur valeur ajoutée est somme toute assez faible, pour réallouer ce temps vers du temps face apprenant. Je ne veux pas discuter en détail de ces données-là, enfin de ces informations-là, c'est juste la tendance sur laquelle se base la réflexion suivante. Donc, je vous ai dit, intelligence artificielle prédictive, intelligence artificielle générative, celle dont on parle beaucoup, hein, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle générative. Je lâche le buzzword d'une fois pour toutes, on s'était dit ça avec brio en préparation, et je pense que je n'en reparlerai plus dans la suite de cette, au moins, présentation, peut-être dans les questions. L'intelligence artificielle générative, en complément de l'intelligence artificielle prédictive, va, de mon point de vue, avoir deux impacts majeurs au cours de cette année et évidemment encore après. Un impact sur la posture de l'enseignant. Donc là, je relie ça directement aux deux données un peu de cadrage que je présentais rapidement juste avant. Nouvelle posture de l'enseignant avec la capacité de ces technologies à libérer l'enseignant d'un certain nombre de tâches dont la valeur ajoutée, enfin pour lesquelles sa valeur ajoutée n'est pas tout à fait significative et dont il serait sans doute très content de pouvoir s'extraire, si je puis dire. Donc, le petit schéma qui est à droite, vous devez vous demander ce qu'est ce petit robot. Donc, ce n'est pas un robot de Simone, même si ça pourrait peut-être, mais en l'occurrence, ce n'est pas un robot de Simone. C'est vraiment la matérialisation de l'assistant virtuel qui aujourd'hui alors est très peu existant dans nos systèmes éducatifs français, voire même européens. Et dans le européen, j'inclus aussi en partie les Britanniques, mais qu'on voit dans un certain nombre de systèmes éducatifs au Canada, aux États-Unis, un petit peu au Canada, mais aussi pas mal en Australie, où aujourd'hui un assistant virtuel pédagogique, ça existe de plus en plus. Ça rend des services absolument considérables. Ça ne remplace ni l'enseignant, ni l'ingénieur pédagogique, mais ça permet de faciliter l'entraînement de l'étudiant, la révision de l'étudiant, etc. Je vous donnerai juste après quelques exemples de choses que vous connaissez déjà et qui peuvent s'apparenter à un assistant virtuel. Donc, ce petit schéma, c'est vraiment l'idée de dire qu'on peut, grâce à ces technologies, mettre en place une espèce de cercle vertueux entre l'enseignant,
cette technologie qui va prendre différentes formes, alors parfois avec des dispositifs d'automatisation de tâches administratives que j'évoquais tout à l'heure, et qui sont d'une certaine façon exclusivement du côté de l'enseignant, mais aussi à l'interface entre l'étudiant et l'enseignant, des dispositifs qui vont faciliter ce que l'étudiant peut faire en autonomie et du coup augmenter l'interaction, le temps d'échange et de relation et d'accompagnement que l'enseignant va pouvoir apporter à l'étudiant. Deuxième élément ou deuxième domaine, deuxième sujet particulièrement impacté par l'intelligence artificielle générative, c'est évidemment la personnalisation des contenus pédagogiques. Tout à l'heure, je parlais davantage de personnalisation des apprentissages au sens des parcours, des rythmes, etc. Là, on parle à proprement parler de la personnalisation des contenus pédagogiques, c'est-à-dire la capacité à produire des contenus qui sont davantage adaptés, mieux adaptés aux besoins de profils d'apprenants spécifiques. Alors, vous avez tous entendu parler d'ancrage mémoriel, dont on parle déjà depuis un petit moment dans le milieu de la EdTech en France, mais évidemment plus largement dans le monde. Et puis, les plus aguerris ou les plus fins connaisseurs de l'écosystème EdTech français auront évidemment reconnu le petit logo de Knowledge, la EdTech dont tout le monde parle, la EdTech qui est lauréate des GESA 2024 et dont précisément la mission est cette capacité à générer, sur la base d'un contenu qui va être fourni par l'enseignant, de générer des contenus pédagogiques de différentes formes, de différents formats, pour justement adresser des profils d'étudiants, des profils d'apprenants à besoin spécifique. Derrière le besoin spécifique, vous avez compris que je mets absolument tout. L'idée, c'est pas de spécialement cibler des publics qu'on pourrait considérer comme des publics en difficulté. C'est vraiment l'idée de dire que la façon d'apprendre de chaque individu est différente, le temps disponible, les capacités cognitives, la mémoire plus visuelle, plus auditive, plus etc., va changer d'un individu à l'autre. Et aujourd'hui, on a des outils, on a des technologies qui nous permettent de s'adapter davantage à ces spécificités, je dirais presque individuelles. Alors, deuxième volet tech, réalité virtuelle, réalité augmentée, donc environnement immersif. Le petit picto, il a pour sens que il a pour objectif d'indiquer qu'en fait on observe aujourd'hui une croissance extrêmement importante et des prévisions de croissance extrêmement importantes du marché de l'immersif éducatif à horizon 2028-2030 à peu près. Les prévisions se font sur cette période de temps-là. Donc, c'est un des éléments tout à fait significatifs, en particulier parce que vous avez déjà tous entendu parler depuis plusieurs années, depuis même de nombreuses années, des technologies immersives et de ce qu'elles sont en capacité de faire dans l'éducation. On voit qu'en fait, au cours des dernières années, finalement, il y a eu pas mal d'expérimentations, mais il n'y a jamais rien eu de très significatif. De façon très significative, de façon massive. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des enseignants ou des formateurs qui utilisent des technologies immersives, on a des expériences qui fonctionnent très bien et qui donnent, je dirais, satisfaction. Néanmoins, là, l'idée de la tendance, c'est vraiment de se dire, est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent s'imposer? J'étais un peu plus réservée jusqu'à l'an dernier sur cette question-là. Aujourd'hui, on constate qu'on a fait des progrès technologiques vraiment significatifs, à la fois en termes de puissance de calcul et de traitement de l'image. Donc, on est en capacité de créer des expériences immersives qui relativement rapidement, relativement moins consommatrices, on va dire, de puissance de calcul et qui vous restituent un environnement extrêmement réaliste pour vos publics apprenants. Et puis l'autre aspect qui explique cette tendance sont les progrès matériels et en particulier la baisse des coûts des équipements.
Et puis l'arrivée d'un nouvel entrant qui est en général, je ne vais pas citer, mais dont j'ai mis le petit logo, qui est en général un indicateur de tendance tout à fait intéressant à suivre. Alors, je vous ai dit qu'on n'allait pas parler que de tech, on va aussi parler de deux éléments, on va parler de lieux et on va parler de personnes. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de lieux? Tout simplement parce que vous l'observez, je pense, au quotidien dans vos activités, parce que vous travaillez dans le domaine de la formation, mais aussi dans votre activité au sens dans votre job au quotidien. L'unité de lieu, en formation comme au travail, a tendance à disparaître. Aujourd'hui, on n'est pas 8 heures par jour ou 7 heures par jour au bureau pour venir travailler et on n'est pas l'équivalent de 1500 heures sur 3 ans pour un étudiant de licence sur une chaise ou dans une salle de cours ou dans un amphi à l'université. Ça a des conséquences, ces évolutions de comportement qui doivent beaucoup à la crise sanitaire de 2020. Ces évolutions de comportement, à la fois sont possibles grâce à des dispositifs technologiques qui permettent de rompre avec cette unité de lieu. Et inversement, si je puis dire, ces évolutions technologiques sont fortement poussées par le fait que cette unité de lieu a tendance à disparaître et qu'il semblerait qu'elle convienne à un grand nombre, en tout cas, d'apprenants comme de salariés ou de façon plus extensive, de travailleurs au sens premier du terme. Donc, dans le domaine de la formation, qu'est-ce qu'on observe de façon de plus en plus régulière? Tout ce qui tourne autour du cloud computing et en particulier de la virtualisation du poste de travail. Aujourd'hui, je pourrais vous donner quelques exemples si vous le souhaitez dans le temps d'échange, mais aujourd'hui, on a quasi l'intégralité des universités en France qui travaillent sur un projet de virtualisation du poste de travail pour leurs étudiants. Alors, les technos qui sont derrière sont différentes. On peut déployer des technos de type VMware avec terminaux VDI. On peut travailler avec des solutions totalement en mode SaaS qui vont créer un bureau virtuel pour chaque étudiant, chaque apprenant, on peut, etc. Mais cette tendance à la virtualisation du poste de travail est très directement liée à cette disparition de l'unité de lieu et de la capacité de chacun à pouvoir soit travailler, soit apprendre de là où il se trouve. Je pourrais ajouter derrière ça que virtualisation du poste de travail, la notion de virtualisation du poste de travail fait également disparaître la notion de type de matériel dédié à l'apprentissage. Derrière virtualisation du poste de travail, il y a aussi l'idée qu'on peut travailler sur n'importe quel type de matériel, que ce soit un ordinateur, que ce soit une tablette, que ce soit un smartphone, et tout ça sans nécessiter une certaine une quelconque puissance ou caractéristique technique du matériel utilisé. On pourra y revenir si vous voulez. C'est aussi un sujet tout à fait significatif dans l'accès, enfin pas significatif, mais tout à fait important dans l'accès de tous les publics à la formation à la faveur de cette technologie. Derrière cette notion de disparition de l'unité de lieu, il me semble qu'il y a une autre tendance tout à fait importante, enfin tout à fait intéressante en tout cas, dont on parle là aussi depuis quelques années, mais qui aujourd'hui prend une dimension plus grande, plus importante, c'est le développement du micro-learning, c'est-à-dire la capacité ou la volonté, en tout cas, d'un ensemble d'apprenants, des populations apprenantes au sens large du terme, de pouvoir, sur plein de sujets différents, apprendre par petits morceaux et d'être en capacité de construire soi-même son propre parcours
en fonction des besoins que l'apprenant va avoir identifiés ou que l'on l'aura aidé à identifier. Donc vraiment travailler par type de compétences, en fonction de ses besoins à proprement parler. Et on voit beaucoup de solutions se développer autour de ça. Vous avez vu, j'ai essayé de ne pas en donner trop, mais si vous m'interrogez là-dessus, je pourrais vous donner quelques exemples. Mais moi, je me souviens très bien il y a, je dirais, 2000, juste avant Covid et on va dire jusqu'en 2021, quand on parlait de micro-learning, on parlait quand même de quelque chose de à la fois très confidentiel, à la fois très confidentiel et à la fois très, je ne veux pas être désagréable, mais très pas suffisamment structuré, pas suffisamment au niveau de ce que les établissements d'enseignement supérieur ou organismes de formation étaient en capacité de délivrer d'un point de vue du contenu. Aujourd'hui, on est clairement en passe de dépasser ça. C'est-à-dire, en fait, on n'est plus en train de se dire on apprend un petit truc qui a été fait comme ça, enfin sans. Voilà, on a des contenus de qualité, y compris en micro-learning, et c'est clairement comme pour la virtualisation, un dispositif qui est tiré, si je puis dire, par cette disparition de l'unité de lieu. Ensuite, donc je veux dire, on va parler des personnes. Ben oui, il faut forcément qu'on parle des personnes parce que à la fois de par ces évolutions technologiques et aussi de par ces évolutions de comportement d'apprentissage, on a l'ensemble de ces éléments a un impact fort sur la posture de l'enseignant, la posture du formateur. On ne peut pas considérer que tant les évolutions technologiques d'un côté qui sont tout à fait majeures, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire on va déployer des tableaux blancs interactifs dans une salle de cours. Quand on a eu fait ça, on a accompagné les enseignants ou les formateurs à l'utilisation de l'outil et ça n'a pas fondamentalement changé leur posture. Je prends cet exemple, comme évidemment j'aurais pu en prendre plein d'autres et je pense que vous voyez ce que j'ai en tête. Aujourd'hui, quand on dit l'intelligence artificielle ou l'apprentissage au travers d'environnements immersifs va modifier la façon dont on enseigne, ce que l'on enseigne, la façon dont on l'enseigne, on est tout de suite confronté à l'idée de mais comment nos enseignants, nos formateurs sont eux-mêmes formés à l'utilisation de ces technologies, non pas à l'utilisation d'un outil, mais à l'utilisation de ces technologies. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la posture qu'ils occupent? Comment on fait aujourd'hui quand on fait un cours devant un amphi de 500? Ils ont tous leur ordinateur, leur smartphone et ils demandent à ChatGPT la réponse. J'avais dit que je ne le redirais plus, donc erreur. Ils demandent à un assistant ou à un outil d'IA générative la réponse à la question qui a été posée ou à ce que va être le prochain point que l'enseignant a annoncé comme étant le point qu'il allait traiter dans son cours et qui dit ah monsieur madame ah ben non mais moi j'ai pas trouvé cette réponse là sur internet. Alors ça existait déjà à l'époque d'internet. Moi qui suis une vieille prof, enfin, une ancienne prof, les deux d'ailleurs, je me souviens très bien à l'apparition de Wikipédia où on avait ah mais madame Wikipédia ne dit pas ça. Bon, ça c'était tout à fait gérable pour un enseignant. Aujourd'hui il y a clairement de mon point de vue une nécessité absolue de former massivement les enseignants, les formateurs à ces nouvelles technologies et en particulier à l'intelligence artificielle, non seulement dans ce qu'elle peut apporter, la façon dont on peut au mieux l'utiliser, je vais revenir après sur ce qui se fait déjà ailleurs dans le monde, mais aussi sur cette posture qui change, c'est-à-dire cette place de l'enseignant qui nécessairement va devoir, de mon point de vue, évoluer assez rapidement. Alors, j'ai deux petites indications qui sont
plus un peu des petits mots-clés ou des reminders. Pour vous rappeler, si vous ne savez pas déjà, que l'UNESCO a publié en fin d'année dernière un référentiel des compétences en intelligence artificielle pour les étudiants et les enseignants, qui est tout à fait instructif à consulter, à lire. Et le deuxième point, c'est plus pour vous signaler, enfin pour vous donner l'exemple d'un projet qui est un projet financé par la Commission européenne et qui est porté par France Éducation Internationale, qui est un projet de formation des enseignants à l'intelligence artificielle. C'est très bien. Canopé forme aussi dans des sessions de formation les enseignants du secondaire aux technologies d'intelligence artificielle. De mon point de vue, c'est très, très, très insuffisant. On est très, très loin de ce dont le pays, l'Europe, le monde a besoin. Alors, je dis le monde, je vais mettre des guillemets parce qu'il y a quand même des pays dans le monde qui sont plus avancés que nous le sommes sur ces sujets-là. Mais si je dois insister sur un point en la matière, je dis on a besoin impérativement d'un grand plan national de formation des enseignants à ces technologies qui bouleversent à proprement parler le monde de l'éducation et de la formation. Merci beaucoup, Nadia.